TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bonjour tout le monde, 9 février 2022. Cette semaine à l'émission, les chauffeurs d'autobus de la région souhaitent davantage de sécurité pour les élèves qu'ils transportent. 2 sculptures géantes de neige peuvent encore être admirées pour les quelques prochains jours à Masson-Angers et à Buckingham. Et le marathon canadien de ski est officiellement commencé. Bonne émission. On rejoint d'abord Yannick Boursier pour les actualités de la semaine. C'est présentement la campagne de sécurité M'as-tu vu qui vise à faire la promotion de la sécurité dans nos transports scolaires et les chauffeurs d'autobus ont plusieurs enjeux de sécurité pour les élèves. Yannick, quels sont ces enjeux? Oui, bien, on a parlé avec le directeur des autobus du village qui s'occupe du transport pour la majorité des circuits du côté du centre de services scolaires Cœur-des-Vallées. Ce qu'il nous disait, c'était encore une fois l'enjeu principal pour les chauffeurs, c'est le non-respect des clignotants qu'il y a sur les autobus. Encore aujourd'hui, c'est ça que les gens font, que ce soit sur des petites routes ou des grandes routes. Les gens ne respectent pas, passent sur les lumières, puis ça entraîne beaucoup d'anxiété du côté des chauffeurs parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir, on ne veut pas qu'il y ait d'accident, c'est vraiment quelque chose qu'on craint. Donc, on espère que les chauffeurs vont comprendre qu'ils doivent arrêter, mais c'est encore un enjeu qui est très problématique du côté des chauffeurs dans le secteur, autant du côté urbain que rural, il faut dire aussi. Parce que rural, il y a certaines routes qui sont quand même assez passantes, là aussi, là, des routes du ministère des Transports. Alors, il faut faire attention de ce côté-là aussi. Ben oui, puis c'est quand les élèves embarquent ou débarquent des autobus, il y a une crainte qu'ils se fassent littéralement écraser, ces élèves. Mais près des écoles aussi, il y a des enjeux. Oui, bien, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de la porte. Les parents doivent aller chercher ou doivent aller porter leur enfant le plus proche possible de la porte de l'école. Donc, c'est important, même si le stationnement est interdit ou c'est un stationnement pour les autobus scolaires seulement. Et c'est un autre enjeu qui revient souvent. M. Leblanc me contait que dernièrement, il y a eu un accrochage entre un de ses autobus et un conducteur, parce que le conducteur est installé dans une section où il n'y avait pas le droit. Et donc, les deux ont voulu s'éviter, mais finalement, malgré tout, ils se sont accrochés. Mais la personne a dit, ben, je restais juste là 2 minutes, mais c'est un 2 minutes qui va coûter cher. Donc, il y a aussi des discussions avec certaines écoles. Il me parlait aussi d'une école où le chauffeur, pas les chauffeurs, mais l'autobus du village a contacté l'école pour dire on n'est pas capable, nos autobus ne sont pas capables de passer parce qu'il y a trop de monde de stationner où ce que les autobus doivent passer. Donc, c'est un enjeu, c'est dangereux parce qu'il peut y avoir des accrochages comme on a parlé, ou il peut y avoir aussi des situations où ce que des jeunes vont passer, puis là, les véhicules vont avoir un risque de les frapper ou les autobus vont avoir un risque de les frapper. Oui. Il faut penser que ces enfants, ils sont petits, hein, des fois, donc il faut mettre en place toutes les mesures nécessaires. Mais pourtant, c'est quand même pas la première campagne de sensibilisation de cet ordre-là. Pourquoi il faut encore sensibiliser? Pourquoi c'est encore nécessaire? J'ai posé la question et même lui ne le sait pas pourquoi encore aujourd'hui. Effectivement, on en parle depuis longtemps, c'est pas nouveau. On a beaucoup de campagnes, c'est quand même... notamment les clignotants, c'est une mesure qu'on connaît quand même assez facilement et que c'est facile de se souvenir aussi. Il y a un gros stop rouge aussi pour dire aux gens d'arrêter, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il ne sait pas pourquoi c'est encore, pour certaines personnes, quelque chose à apprendre. Il croit que dans certains cas aussi, on ne connaît pas vraiment un autobus. Comment on pense que ça peut se déplacer aussi rapidement qu'une voiture, mais ce n'est pas le cas. Donc, les gens ne prennent pas en considération comme quoi qu'un autobus, c'est très gros, ça n'arrête pas ou ça ne se déplace pas aussi facilement qu'une voiture. Donc, c'est peut-être des choses que les gens vont devoir apprendre. D'ailleurs, il y a quelques années, il avait commencé à faire, avant la pandémie, faire tester la conduite d'un autobus du côté du CSSCV. Je sais que c'est une activité qu'ils souhaitent assurément reprendre pour essayer de démontrer aux gens c'est quoi la conduite d'un autobus.
OK, ça peut être intéressant. Alors, cette campagne, m'as-tu vu, elle est jusqu'au 11 février, mais la sécurité de nos enfants dans le transport scolaire, elle est importante à l'année. Et ce qui est important aussi à l'année, c'est d'avoir de l'électricité. Et en fait, Hydro-Québec là, va faire des vérifications auprès de ces lignes électriques de transport la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est cette vérification? Oui, bien, c'est ça. Ils ont annoncé qu'ils vont aller se promener en hélicoptère au-dessus de certaines régions en Outaouais, notamment du côté de la MRC de Papineau et aussi proche de l'Ange-Gardien et Buckingham. On veut aller avec des appareils infrarouges, vérifier comment ça se passe dans les lignes de transport pour essayer de trouver s'il y a des problèmes avant qu'il y en ait. Donc, c'est une nouvelle mesure que Hydro-Québec tente. Ils vont le faire ici, ils vont le faire aussi dans les Laurentides et dans la Nodière. Puis à quoi ça va servir, là, ces tests, ces vérifications concrètement? Bien, on sait qu'il y a plusieurs endroits où il y a des problèmes présentement du côté d'Hydro-Québec pour le service d'électricité. Donc, c'est surtout sur les lignes de distribution, mais on veut, avec ça, voir si du côté du transport, il y a des problèmes, des enjeux qu'on va pouvoir régler et qui vont peut-être venir après ça régler d'autres problèmes au niveau de la distribution. Donc, on veut aller en amont voir les problèmes qu'il y a pour essayer de voir s'il y a un enjeu à régler de ce côté-là. Oui, parce que dans les derniers mois, les municipalités de la région ont clairement noté qu'il y avait des problèmes de panne électrique à plusieurs reprises. Est-ce que cette vérification auprès des lignes de transport pourrait amener des solutions pour cette problématique de panne électrique? Ça pourrait. Je sais qu'il y a des discussions. Il y a eu des rencontres dernièrement aussi avec certaines municipalités qui ont été faites. Hydro-Québec l'avait indiqué. Nous, on leur avait parlé au printemps, pas au printemps, à l'automne, excusez, dernier, et ils avaient dit qu'elle allait, au début de 2021-2022, aller rencontrer les municipalités. Ils ont commencé les rencontres. Ils essayent de trouver des solutions pour régler ce problème-là, mais ça s'en vient, puis c'est des choses qu'ils vont continuer de regarder dans les prochaines semaines. Yannick, revenons maintenant au milieu un peu plus scolaire parce que la semaine prochaine, ce sera les journées de la persévérance scolaire. Cette année, ces journées visent à souligner la part des gens qui peuvent avoir une influence dans la réussite éducative de nos élèves. Comment ça va se décliner, ces journées? Bien, c'est ça le thème cette année, c'est merci d'être porteur de sens. Donc, on veut souligner tous les gens qui ont un impact sur les jeunes, que ce soit des enseignants, des professionnels, les parents, n'importe qui ont des impacts sur les jeunes, mais aussi du côté des CPE, parce que ça fait partie aussi des groupes, le cégep aussi, la formation professionnelle, donc à tous les niveaux. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant ces impacts-là, ces gestes-là qu'on peut faire pour aider un jeune ou juste aussi des gestes que l'on fait qui donnent des bonnes indications à des jeunes. Donc, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Il va y avoir des activités. Entre autres, une des activités qu'il va y avoir à nouveau cette année, c'est une conférence avec Laurent Duvernay-Tardif. On s'entend que c'est une personne qui donne un bel exemple, une personne qui a réussi sa carrière au football dans la NFL et aussi comme médecin. Donc, c'est une belle expérience à partager aux jeunes. Donc, c'est un modèle pour les enfants, mais même pour les adultes. Hein? Puis, donc, tu nommes cette activité-là. C'est quoi les autres activités qui vont avoir lieu là, à l'échelle régionale et locale dans nos écoles? Bien, une des activités qui va avoir lieu, notamment pour toutes les écoles primaires, c'est dans la région de l'Outaouais, c'est qu'on va distribuer des cœurs pour faire un peu un lien avec la Saint-Valentin. Donc, des cœurs où on va dire aux jeunes, je t'encourage à persévérer parce que je t'aime. Donc, c'est un message là, qu'on veut passer. Donc, les jeunes vont pouvoir se partager ces cœurs-là. Au niveau secondaire, ça va être des crayons qu'on va donner aux écoles, aux jeunes. Et on va aussi beaucoup miser sur le programme Ago on lit, qui est un programme pour inciter les jeunes à lire, parce qu'on sait que la lecture est à la base de tout dans la réussite éducative. Il faut donner goût aux jeunes de lire parce que sinon, après ça, il peut y avoir des problèmes, pas seulement du côté du français, mais dans d'autres matières. Si tu n'es pas capable de lire, de te concentrer à lire, ça peut être difficile en mathématiques, ça peut être difficile dans d'autres matières. Donc, on veut miser là-dessus cette année. C'est une base à acquérir dès le début de la scolarisation. Et Yannick Boursier, en terminant, il y a des sculptures que les gens ont peut-être vues là, à Masson-Angers ou à Buckingham. C'est quoi ces sculptures? C'est un parcours de 6 sculptures qu'il y a dans 6 endroits différents du côté de Gatineau. Vous l'avez dit, à Masson-Angers, du côté du parc Valpin,
du côté du parc McLaren à Buckingham, mais il y en a aussi au ruisseau de la Brasserie à Hull, au relais plein air aussi à Hull et du côté du parc des Cèdres. Du côté d'Elmer et au lac Beauchamp du côté de Gatineau. C'est une activité mise de l'avant par la ville de Gatineau, vu que le domaine des flocons n'aura pas lieu du côté du parc Jacques-Cartier. On a voulu un peu souligner en même temps le domaine des flocons et les 20 ans de la ville de Gatineau. Donc, on organise ces sculptures-là qui représentent différents sports d'hiver, souvent associés aussi avec le secteur. Par exemple, du côté de Buckingham, c'est un joueur de curling. Bien sûr, le curling est très populaire ici. Donc, les gens peuvent aller voir ces sculptures-là au moins jusqu'à la fin de la semaine et peut-être même un peu plus tard si la température va le permettre. Yannick Boursier, merci beaucoup. Merci. Depuis la fin de semaine dernière, le marathon canadien de ski est officiellement commencé. Pour une deuxième année, cet événement est en mode virtuel. On va en parler avec le directeur d'événements, Frédéric Ménard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Frédéric Ménard, c'est quelle édition de ce marathon canadien de ski cette année? Ça fait des lunes, là, il me semble que ça a lieu. Oui, c'est la 56e édition du marathon canadien de ski là, cette année en 2022. Mais donc, deuxième édition virtuelle. Comment ça se passe, une édition virtuelle du Marathon canadien de ski? Donc oui, deuxième année consécutive là, qu'on doit basculer vers le mode virtuel là, pour assurer la pérennité là, de l'organisme, mais aussi donner la chance à la communauté et à nos participants de pouvoir quand même vivre un marathon. Donc, c'est un principe qui est assez simple. Donc, les participants, au lieu d'avoir le week-end précis pour réaliser leur performance, c'est une fenêtre qui est disponible. Une fenêtre qui est ouverte à partir qui est ouverte ce samedi, donc du 5 février jusqu'au 20 mars. Donc, c'est 44 jours de disponible pour la communauté du ski de fond pour réaliser leurs différents défis. Ça peut être quoi les défis qu'on peut faire cette année? Donc, on recrée en réalité nos 3 grandes catégories. Donc, notre catégorie plus grand public, qui s'appelle la catégorie randonneur. Donc, à ce moment-là, le week-end du marathon, c'est notre catégorie où il y a le plus de participants. C'est vraiment notre catégorie où on va retrouver là, des jeunes enfants, des familles, des personnes un peu plus âgées. Donc, monsieur, madame, tout le monde. Et puis, ces gens-là, le week-end du marathon, vont choisir des sections pour skier. Chaque journée du marathon, c'est 80 km de ski de fond en style classique qu'on divise en 5 sections, en 5 parties. Donc, en mode virtuel, les randonneurs skient à l'endroit où ils veulent, dans leur région, dans leur centre de prédilection. Et puis, chaque sortie de ski qui fait au moins 15 km est comptabilisée comme une section du marathon. Donc, les gens peuvent, pendant la fenêtre de 44 jours, peuvent accumuler jusqu'à un maximum de 10 sections, puisque le marathon traditionnel, c'est 5 sections par jour. Donc, les gens, ils comptabilisent le résultat de cette façon-là pour les randonneurs. Donc, pour les randonneurs, ils peuvent faire un total quand même de 160 km à travers les 44 jours? Exactement. Okay. Ils peuvent en faire plus aussi. Oui. Puis, ce qui est particulier au marathon, c'est qu'on a 22 récompenses différentes. Donc, puis, la catégorie randonneur est la catégorie où il y a le plus de récompenses là, différentes. Donc, c'est vraiment des récompenses spécifiques à l'âge et à la distance. Donc, un enfant de 7 ans qui va parcourir 3 distances va se qualifier pour tel type de médaille. Puis un adolescent de 14 ans qui va skier 6 sections va recevoir une autre récompense. Donc, plus on vieillit, plus on encourage les gens à faire de plus grandes distances. Le but ultime étant de faire la transition du randonneur vers le demi-marathon, puis vers la catégorie coureur des bois, donc en progressant avec l'âge. Mais ce n'est pas une fin en soi non plus. Notre deuxième catégorie qu'on offre au virtuel, donc, c'est la catégorie demi-marathon.
En présentiel, donc une année normale, le demi-marathon, c'est 3 sections par jour. C'est les 3 dernières sections de chaque journée, ce qui représente environ là, entre 45 et 50 km par jour, 2 jours de suite. Okay. Et puis, c'est une catégorie où les skieurs doivent partir à une heure précise et donc suivre une vitesse, si on veut, plancher pour pouvoir terminer. Tandis que les randonneurs, eux, peuvent commencer et terminer selon leur bon vouloir, là, comme ils veulent. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est une progression. Donc, on commence exactement. Randonneur, on va vers demi-marathonien de ski de fond et ensuite, on peut aller jusqu'à coureur des bois. Moi, ça m'intéresse particulièrement coureur des bois parce que des coureurs des bois, il y en a, mais c'est un défi assez particulier. Vous avez même un livre de ceux qui ont réussi à être coureurs des bois et à accumuler là, exactement. Des kilomètres. Le marathon est un événement très riche d'histoire où les participants reviennent d'année en année. Donc, le premier palier du coureur des bois, c'est le coureur des bois bronze. Donc, en virtuel, le coureur des bois bronze, c'est de réaliser 2 sorties de ski, 2 journées consécutives de 60 km. Donc, 60 plus 60. Il n'y a pas de temps limite. Par la suite, la catégorie coureur des bois argent en virtuel, c'est 2 journées consécutives de 60 km avec un sac à dos qui doit peser un minimum de 5 kg. Et par la suite, la catégorie coureur des bois or, même principe, 60 km plus 60 km, 2 journées consécutives. Mais la nuit entre les 2 performances doit se faire à la Belle Étoile. Donc, les skieurs doivent dormir à l'extérieur et ils doivent utiliser pour dormir ce qu'ils ont transporté dans la journée dans leur sac à dos. Donc, on s'entend que les participants ne transporteront pas de tente ou de bivouac, étant donné que ça serait trop lourd et trop volumineux. Donc, et puis, pour se qualifier pour le or, on doit avoir fait l'argent précédemment à une autre édition, une autre année précédente. Et pour faire l'argent, on doit avoir réussi le bronze. Donc, encore une fois, c'est vraiment une progression d'année en année. Exactement. Frédéric, pourquoi vous avez tenu à garder une édition virtuelle? Parce que vous auriez pu carrément annuler le Marathon canadien de ski l'an passé et cette année, mais vous avez tenu à quand même faire une édition virtuelle. Pourquoi? Pour diverses raisons. C'est certain qu'au niveau financier, pour l'organisme, pour être en mesure de survivre à la situation, mais ça nous prenait des revenus. Donc, on est un organisme qui a des dépenses fixes. Donc, le marathon, c'est un gros navire. Donc, c'est évident que ça nous prenait une source de revenus là, pour perdurer. Mais au-delà de ça, c'est d'offrir l'opportunité à la communauté de continuer et de vivre l'événement, de vivre le marathon, chacun chez soi. Donc, malgré tous les événements qui se sont déroulés là, dans les 55 premières années, le marathon n'a jamais été annulé. Donc, il est arrivé des années où il y a eu des crises climatiques. On peut repenser à la crise du verglas, mais l'année de la crise du verglas, le marathon a eu lieu. Il y a des années où il y a eu des problèmes parce qu'il n'y avait pas assez de neige ou la neige était très mince. À ce moment-là, le marathon a eu lieu quand même. Le parcours avait été modifié. Il y a quelques éditions, 2 fois, je crois, là, qui avaient été même raccourcies à une seule journée, justement, à cause de situations là, météorologiques. Mais jamais le marathon a été annulé. Et pour le conseil d'administration, pour la communauté, c'était vraiment important de continuer, de persévérer. Et malgré les embûches, c'est aussi un message envoyé là, à notre communauté, qui est aussi, quand on participe à l'événement, le marathon, c'est une aventure. Il peut arriver plein de choses. Tu pars le matin, tu mets tes skis, tu ne sais pas ce qui va arriver. Il peut y avoir des défis météo, il peut y avoir plein de trucs, des problèmes au niveau technique, au problème de l'équipement. Donc, c'est important de persévérer. Puis, le marathon comme tel, qu'il soit en virtuel ou en réel, bien justement, nous, on considère ce marathon-là comme étant un vrai marathon. Donc, on calcule les résultats dans notre base de données. Donc, pour ce qui est de la progression vers le coureur des bois or, vers le dossard permanent,
peu importe les catégories, on reconnaît ces résultats comme étant de vrais résultats. Donc, ce qui fait en sorte que la réponse était extrêmement positive là, au niveau de la participation. Frédéric Ménard, merci pour ces informations. Ça me fait plaisir. Et donc, ce marathon canadien de ski a lieu jusqu'au 20 mars. Vous pouvez toujours vous inscrire pour faire partie de cette communauté de ski de fond. Il y a même un groupe Facebook pour pouvoir lire les histoires de chacun qui participe à ce marathon canadien de ski à travers le monde. Et on termine l'émission en allant rejoindre Sandra Mathieu, puisque la Saint-Valentin s'en vient. Puis Sandra, tu as des idées d'hébergement en pleine nature à nous suggérer pour s'évader un peu là, avec notre amoureux ou encore avec notre famille? Oui, en fait, on va appeler ça le glamping en tête-à-tête. Dans le Grand Luxe, on va le dire, avec Homme Mini Chalet à Val-des-Monts. Donc, c'est vraiment une belle option de glamping au cœur de la nature. Mais c'est tout confort, là, un peu comme un hôtel, mais avec un design épuré, unique. Puis là, on parle d'un petit chalet au bord du lac McGregor, mais vraiment pour deux, avec, attention tout le monde, un spa privé et une vue sur le lac. Donc, ça, c'est vraiment une belle option. Oui, on n'est pas avec une tente, là. C'est vraiment du glamping. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, le Grand Luxe pour deux. Ensuite, on a aussi les refuges L'Exode et l'Évasion qui sont à Éco-Odyssée à Wakefield. Donc, ça, on en a beaucoup parlé avec la belle patinoire sur le labyrinthe. Donc, c'est une belle occasion, là, justement, d'aller essayer la patinoire aussi. Donc, ça également, c'est un glamping pour deux. Donc, il y a un lit queen, puis il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Vraiment une belle option là, pour un duo. C'est ça, une belle soirée en amoureux. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres options. On peut y aller à deux, évidemment, mais celle-là, on peut aussi y aller en famille. Donc, il y a Beau Refuge. Eux offrent des yourtes à l'Ange Gardien. Puis ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a un dôme qui mesure plus de 1,4 mètres de diamètre donc, au plafond. Donc, on peut regarder le ciel, les étoiles ou encore le beau ciel bleu d'hiver. Donc là, dans cette yourte-là, on peut être jusqu'à 6. Donc, idéal là, pour une famille. Et on peut y aller même en hiver, là. Oui, absolument. On peut y aller en hiver. C'est sûr que là, il faut chauffer pas mal le poêle, mais on est super confortable là, quand on le chauffe un peu à l'avance. Puis, il y a aussi un chenil pour chien de traîneau qui est tout à côté. Donc, on peut vivre l'expérience du traîneau à chien, évidemment, là, juste à côté. On peut même entendre les chiens. C'est vraiment, vraiment une belle expérience aussi pour les enfants, évidemment. Et puis, nouvellement, cette année, au Parc Omega, on peut aller dormir en nature dans des pods, donc des petits hébergements super jolis. Encore là, qui peuvent accueillir toute la famille avec un lit double en mezzanine là, pour les enfants. Donc, vraiment chouette, là, au cœur du Parc Omega. Donc, petit hébergement, mais assez grand quand même pour une famille là, au Parc Omega. Tu nous parles d'hébergement. Tantôt, je parlais avec Frédéric Ménard du Marathon canadien de ski. Il y a peut-être un lien à faire ici parce que tu veux nous parler aussi d'endroits où on peut faire du ski de fond pendant de longues durées, tout en étant hébergé à différents endroits. Tu as des endroits à nous suggérer. Donc, quelles sont ces places? Oui, en fait, pour le ski de longue randonnée, il y a le parc de la Gatineau. En fait, on le sait, qui compte un des plus grands réseaux de pistes de ski de fond en Amérique du Nord, là, avec plus de 200 km. Puis, il y a de nombreux refuges là, sur tout le territoire. Donc, c'est idéal pour une aventure au long cours. Il y a beaucoup de pistes damées, mais il y en a aussi dans l'arrière-pays qu'on appelle donc un peu plus hors piste. Fait que c'est vraiment chouette pour partir à l'aventure. Sinon, il y a aussi du côté de la réserve faunique de Papineau-Labelle. Là, on parle de 6 circuits qui sont organisés, donc de 3 à 5 jours, selon le temps qu'on a et l'énergie aussi. On peut aussi le faire en raquette. Et puis là, on a des nuitées en refuge, puis il y a aussi la possibilité de transport de bagages. Parce que c'est sûr que ça, c'est quelque chose à réfléchir quand on part au long cours comme ça. Absolument. Est-ce que tu as des trucs aussi pour nous si on veut partir pour une bonne période là, en ski de fond, là, disons là, 2 jours, 3 jours, même jusqu'à 5 jours? Comment qu'on fait ça, préparer un séjour de ski de fond?
En fait, tu l'as dit, la clé, c'est la préparation. On a fait une belle entrevue là, dans notre dernier numéro de la presse touristique. On peut aller la voir aussi en ligne à lapressetouristique.ca. Mais Sirius Medix, qui est renommé pour ses programmes de formation en secourisme en région isolée, nous a donné plein de conseils, en fait, sur comment se préparer. Donc, évidemment, avoir un plan de sortie, penser aux communications quand on va être sur place. Donc, s'il n'y a pas de réseau cellulaire, est-ce qu'on va avoir une autre façon de communiquer? Partir avec une carte topo pour s'orienter, partager son plan avec un ange gardien qu'on appelle, qui va savoir combien de temps on est supposé être parti, qui va alerter le secours là, si on n'est pas de retour. Ensuite, Yannick Sisla, donc de Sirius Medix, nous a parlé du bon équipement selon les types d'hébergement qu'on va choisir. Parce que c'est sûr qu'on peut partir en camping d'hiver. Là, on parle d'une autre aventure. C'est sûr que si on part en refuge, c'est autre chose aussi. Donc, il ne faut pas oublier tout ce qu'il faut, évidemment, pour être au chaud, la trousse de premiers soins. On a aussi parlé avec lui des blessures possibles. Donc, c'est évidemment ce qui va nous permettre de bien préparer notre trousse. Hein. C'est sûr qu'on peut avoir des engelures, de l'hypothermie, des ampoules, la surutilisation des articulations. Donc, il faut penser à tout ça. Vraiment plein de beaux trucs en rafale là, qui nous donnent dans cet article-là. Fait que je vous invite, si vous êtes intéressé à en savoir plus, à aller lire l'article parce qu'il y a vraiment, vraiment des chouettes conseils. On apprend entre autres que l'eau est très, très, très importante dans une aventure comme ça parce que c'est un thermorégulateur. Donc, ça nous permet de réguler notre température interne. Il ne faut pas sous-estimer l'hydratation dans une sortie hivernale. Alors, ceux qui sont motivés à faire le marathon canadien de ski, peut-être que ça peut être intéressant d'aller lire cet article-là aussi en même temps. Et en terminant, Sandra, on revient un peu à la Saint-Valentin parce que tu voulais nous parler de chocolat. Est-ce qu'il y a des endroits où on devrait aller manger du chocolat? Absolument. Il y en a plein dans l'Outaouais. On est chanceux. Il y a évidemment Chocomotive qui est situé dans l'ancienne gare. Donc, super chocolaterie, qui est aussi un économusée. C'est le premier économusée dans l'Outaouais. Donc, on a la chance là, de voir toutes les techniques, le savoir-faire pour la production là-bas. Donc, ça devient un centre d'interprétation aussi. Et puis, sur leur site web, on peut voir les spécialités pour la Saint-Valentin, évidemment, beaucoup de chocolat en forme de cœur. Oui! Et on peut aller même, il y en a d'autres, le chocolaterie en Outaouais, Rochef notamment, la confiserie à Wakefield, chocolat favori aussi, si on veut. Merci, Sandra. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine.